la maison brillait déjà lorsque je me suis engagé dans l'allée du garage de maman et papa, chaque fenêtre diffusant une lueur chaleureuse et jaune contre la froide soirée du Midwest. Les lumières de Noël encadraient le porche en ligne soignée que papa avait mesuré lui-même, comme il le faisait toujours, de manière précise et silencieuse. La neige craquait sous mes bottes alors que je sortais de la voiture, l'odeur de pain et de jambon cuit flottant dans l'air avant même que j'atteigne la porte. Je tenais le gâteau contre ma poitrine, une chose simple faite maison, enveloppée dans du parchemin et de la ficelle, rien de luxueux, juste quelque chose que j'avais préparé de mes propres mains la veille après le travail. Cela me semblait juste d'apporter quelque chose ainsi. Honnête. Sans faste. À l'intérieur, la maison résonnait comme Noël l'avait toujours fait. Des rires rebondissant sur les murs. Le cliquetis des assiettes. Quelqu'un se moquant d'un autre pour avoir brûlé les petits pains. La voix de maman flottait depuis la cuisine, chaleureuse et occupée, disant à tout le monde de se laver les mains et de ne pas encore toucher à la sauce. Le sapin du salon scintillait doucement, les décorations collectées au fil des décennies captant la lumière. Un instant, debout là à brosser la neige de mon manteau, j'ai ressenti ce tiraillement familier. J'espérais que peut-être cette année semblerait normale. Que peut-être nous pourrions tous simplement nous asseoir et manger sans que rien ne se brise. Puis j'ai entendu le rire de Brielle. Il était fort et assuré, le genre de rire qui remplissait une pièce et attirait l'attention sur elle sans effort. Elle était déjà là, bien sûr. Elle l'était toujours. Assise en bout de table à côté de papa, jambes croisées, pull parfaitement repassé, cheveux impeccablement coiffés. Elle racontait une histoire de circulation et d'un client qu'elle avait eu autrefois, ses mains bougeant au rythme de ses paroles, tout le monde l'écoutant. Elle ressemblait exactement à la personne dont notre famille avait l'habitude d'être fière. Impeccable. Imperturbable. Bien. Je suis entré complètement dans la pièce et j'ai posé le gâteau sur le comptoir. Le parchemin était ordinaire. Pas de logo de magasin. Pas de dôme en plastique. Juste de la farine sur les bords et une légère odeur de vanille. Je l'ai vu se produire en temps réel. Les yeux de Brielle se sont posés sur le gâteau. Juste une seconde. Assez longtemps pour que quelque chose change derrière son sourire. C'est alors qu'elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et s'est tournée vers moi, souriant toujours, jouant toujours son rôle, sa voix portant facilement au-dessus de la table. Qu'est-ce que ça fait d'être inutile, Serette ? Le silence ne s'est pas fait immédiatement. Il y a eu une demi-seconde où les rires s'attardaient, où quelqu'un pensait que c'était une blague, où une fourchette a grincé contre une assiette. Puis tout s'est figé, comme un disque qui saute. Je l'ai ressenti avant d'y penser. Ma poitrine s'est apaisée. Mes mains ont cessé de trembler. C'était comme si quelque chose en moi s'était mis en place. Je ne me sentais pas petite. Cela m'a surprise. Pendant des années, des moments comme celui-là m'auraient noué l'estomac, m'auraient fait monter le rouge aux joues, m'auraient fait ouvrir la bouche pour une excuse que je ne devais pas. Cette fois, mon corps est resté immobile. Calme d'une manière qui me semblait inhabituelle et stable. J'ai regardé Brielle, je l'ai vraiment regardé, la tension autour de ses yeux, la façon dont son sourire attendait une réaction escomptée. Avant de répondre, je veux faire une pause juste une seconde. Alors que vous écoutez ceci en ce moment, que faites-vous ? Êtes-vous assis à votre table de cuisine avec une tasse de café, ou en train de plier du linge, ou de conduire vers un endroit familier ? Pour moi, quand cela est arrivé, je me tenais dans la salle à manger de mes parents le soir de Noël, ne tenant rien d'autre que mon souffle et ce simple gâteau, réalisant que ma vie était sur le point de se diviser en un avant et un après. J'ai posé mes mains sur le dossier de la chaise et j'ai parlé d'un ton égal, ma voix sonnant étrangement à mes propres oreilles parce qu'elle ne tremblait pas. Je ne me suis jamais senti mieux, puisque je viens d'arrêter de payer tes factures. Le silence qui a suivi n'était pas poli. Il était lourd et stupéfait. Le genre de silence qui presse contre les oreilles. Le sourire de Brielle s'est effondré comme si quelqu'un l'avait arraché de son visage. De l'autre côté de la table, maman s'est figée, la cuillère de service toujours à la main. Les yeux de papa sont passés de Brielle à moi, puis sont revenus, son front se plissant comme s'il essayait de résoudre un problème qui n'avait soudainement plus de chiffres. Papa s'est levé si vite que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. Sa voix a transpercé le calme, tranchante et sans défense. Quelle facture ? Pourquoi ? Tous les visages à table se sont tournés vers moi d'un coup. Mes tantes. Mon oncle. Des cousins qui s'étaient arrêtés en pleine bouchée.
Même les petites lumières du sapin semblaient scintiller plus lentement. Je pouvais tout ressentir, le poids de leur attention, les années de suppositions suspendues dans l'air. J'avais imaginé ce moment plus de fois que je ne pouvais le compter. Sous la douche. Allongé éveillé la nuit. En rentrant du travail. Dans chaque version, je tremblais. Je pleurais. Je me défendais. Cette version était différente. Je me sentais ancré, comme si mes pieds avaient fait pousser des racines dans les planches du sol que papa avait lui-même poncé des années auparavant. Brielle a ri à nouveau, mais c'était un rire mince et rapide, rien à voir avec celui d'avant. Elle a agité une main comme pour écarter le sujet, les yeux dardant vers maman et papa. « Oh mon Dieu, dit-elle, essayant de rester légère, elle fait du mélodrame. Vous savez comment elle est. » Papa ne s'est pas rassis. Il ne souriait pas. Il m'a regardé et a attendu. Pas en colère. Pas encore. Juste confus et profondément troublé. Maman a posé la cuillère lentement, son visage pâle d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque, régulier et lent. J'ai réalisé alors que Brielle avait dit ce qu'elle avait dit parce qu'elle avait vu le gâteau et paniqué. Parce que quelque chose dans cette petite et discrète offrande menaçait l'histoire qu'elle racontait toute la soirée. L'histoire selon laquelle elle allait bien. Que tout était sous contrôle. Qu'elle était toujours celle sur qui tout le monde s'appuyait. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit au dîner. Pas ce soir. Pas comme ça. Mais quand elle s'est moquée de moi, quand elle m'a traité d'inutile devant tout le monde, quelque chose en moi a refusé de plier davantage. L'odeur du jambon et de la cannelle remplissait l'espace entre nous. La neige tapotait doucement contre les fenêtres. Quelque part dans la maison, un minuteur a bipé, oublié. Personne n'a bougé pour l'éteindre. Papa a fait un pas de plus vers la table, sa voix plus basse maintenant mais non moins ferme. « Ryan, dit-il, de quelle facture parles-tu » J'ai ouvert la bouche pour répondre, consciente que quoi que je dise ensuite changerait tout, consciente qu'il n'était plus possible de remettre le gâteau dans la voiture, ni de rembobiner la nuit. Tous les regards restaient fixés sur moi, dans l'attente. J'ai regardé papa et, pendant un battement, je n'ai pas pu faire fonctionner ma gorge. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que mon esprit passait en revue chaque version de Brielle que mes parents avaient aimée, chaque version en laquelle j'avais cru, et j'ai réalisé à quel point il allait être difficile de décrocher cette image du mur devant tout le monde et de montrer ce qu'il y avait derrière. Si vous aviez demandé à n'importe qui dans notre famille qui était la personne stable, celle qui réussissait, l'enfant qui s'en sortait, ils auraient répondu Brielle sans même réfléchir. Elle avait 38 ans maintenant, l'aînée, le premier grand projet dont maman pouvait se vanter. Brielle était la raison pour laquelle maman gardait une pile de cartes de vœux avec des photos de famille glacées près du téléphone. Elle en prenait une et tapotait dessus comme une preuve chaque fois qu'elle parlait à ses amis. Ma plus grande est dans le marketing, disait-elle, avec ce ton fier dans la voix, comme si elle disait au monde qu'elle avait réussi sa maternité. Brielle s'habillait comme si sa vie était une réunion, même quand il ne s'agissait que d'un déjeuner. Des lignes épurées, des cheveux soignés, des ongles faits. Elle avait une façon d'entrer dans une pièce qui faisait se retourner les gens, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle s'y attendait. Quand elle a décroché son premier poste important, maman a organisé un dîner. Papa a fait griller des steaks même s'il faisait encore frais dehors, parce que papa a toujours cru que l'on célébrait par le travail, la nourriture et la présence. Brielle était assise à table avec un verre de vin comme si elle était à sa place, parlant de son bureau en centre-ville, de projets, de délais et de clients. Je me souviens avoir observé le visage de papa. Il ne disait pas grand-chose, mais ses yeux restaient fixés sur elle comme lorsqu'il regardait quelque chose qu'il avait construit. Comme si son succès était une chose solide en laquelle il pouvait avoir confiance. Quand elle a été promue, maman l'a dit à tout le monde. Quand Brielle voyageait pour le travail, maman publiait des photos qu'on lui avait envoyées et faisait comme si elle les avait prises elle-même. Quand Brielle achetait de plus beaux meubles, maman en parlait comme si cela signifiait que toute notre famille avait gravi un échelon dans le monde. Brielle est devenue l'histoire que nos parents voulaient raconter. Elle était la preuve que le travail acharné portait ses fruits. La preuve que notre famille allait bien. Et pour être juste, Brielle travaillait dur. Je ne vais pas prétendre le contraire. Elle était vive. Organisée. Habile avec les mots. Elle pouvait charmer la bonne personne et conduire la mauvaise sans élever la voix. S'il y avait un problème, elle pouvait vous regarder dans les yeux et donner l'impression que vous étiez tous les deux du même côté, même quand ce n'était pas le cas.
Ce genre de talent vous mène loin dans un bureau. Cela vous mène aussi loin dans une famille. J'étais différente. Pas moins bien, juste différente. J'avais 32 ans, la calme, celle qui avait pris la voie régulière. Je travaillais comme coordinatrice de projet dans l'administration de la santé, ce qui est une façon élégante de dire que j'empêchais beaucoup de pièces mobiles de s'entrechoquer. Je faisais des plannings, je relançais les approbations, j'aplanissais les malentendus et je gérais les détails pour que les autres puissent faire leur travail. Personne n'applaudit pour ce genre de travail. On remarque simplement quand on arrête de le faire. Dans notre famille, c'était aussi mon rôle. Je ne causais pas d'ennui. Je ne demandais pas grand-chose. J'apportais ce que je pouvais et je m'assurais que les choses restent calmes. Quand maman était stressée, j'écoutais. Quand papa devenait silencieux, je ne le pressais pas. Quand Brielle devenait théâtrale, je lui laissais de l'espace, car lui laisser de l'espace semblait toujours être l'option la plus sûre. Il y a un type d'enfant autour duquel une famille construit une histoire, et il y a un type d'enfant sur lequel une famille s'appuie. Brielle était l'histoire. J'étais l'appui. Cela semble amer quand je le dis comme ça, mais c'est simplement la vérité. Si Brielle manquait un dîner de fête, tout le monde agissait comme si la journée entière avait été gâchée. Si je manquais, maman soupirait et disait qu'elle comprenait, puis elle me demandait d'apporter les petits pains plus tard. Brielle pouvait être en retard et cela devenait une anecdote amusante. Je pouvais être en retard et cela devenait une question, est-ce que ça va? C'est trop de travail. Pourquoi es-tu si fatigué? Même mes succès semblaient être des bruits de fond comparés aux siens. Quand j'ai obtenu mon poste dans le réseau de santé, papa a dit, c'est bien pour toi. Quand Brielle a obtenu un nouveau titre, il posait des questions, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la taille de ton équipe? Quelle est ta prochaine étape? Papa n'est pas cruel, il est juste fait d'une certaine façon. Il respecte le progrès visible. Il respecte quelque chose que l'on peut pointer du doigt. Brielle lui donnait quelque chose que l'on pouvait pointer du doigt. C'est pourquoi ce moment à table semblait si impossible. Mes parents ne savaient plus qui ils regardaient. Papa me fixait comme si j'avais soudainement parlé une langue qu'il ne comprenait pas. Le visage de maman était contracté par l'inquiétude, mais aussi par la confusion, car la confusion est ce qui arrive quand le scénario familial déraille. La vérité est que Brielle avait toujours contrôlé le scénario. Même quand nous étions plus jeunes, elle savait comment présenter les choses. Si elle oubliait quelque chose, cela devenait une erreur que n'importe qui pouvait commettre. Si j'oubliais quelque chose, cela devenait une leçon sur la responsabilité. Si Brielle s'emportait contre quelqu'un, c'était parce qu'elle était stressée. Si je m'emportais, c'était parce que j'étais trop sensible. Brielle a appris tôt que si elle parlait la première, les gens l'écoutaient. Alors elle parlait la première. Elle parlait toujours la première. C'est ce qu'elle a fait ce soir, aussi. Elle a vu mon gâteau tout simple, mon entrée discrète, et elle a parlé la première. Elle l'a fait pour que tout le monde me regarde moi et non elle. Elle l'a fait pour se sentir supérieure un instant. Elle l'a fait parce qu'elle en avait besoin. Parce que ce mot inutile ne me concernait pas vraiment. C'était un bouclier qu'elle tenait entre elle et les questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Je pouvais sentir la pièce dans l'attente, mais dans ma tête, c'était soudain des années plus tôt comme c'est toujours le cas quand on réalise que quelque chose se produit depuis plus longtemps qu'on ne voulait l'admettre. J'ai vu Brielle à la fête de l'Action de grâce, plaisantant sur le fait que j'étais toujours si prudente avec l'argent, toujours si ennuyeuse. Je l'ai vue à un dîner d'anniversaire, se moquant de moi parce que j'apportais des cadeaux faits maison au lieu d'acheter quelque chose de plus gros. Je l'ai vue s'appuyer sur ses petites piques comme si elles étaient inoffensives, comme si c'était juste des trucs de sœur. Mais maintenant je pouvais voir ce qu'elle faisait réellement. Elle me plaçait plus bas. Elles installaient une scène où elle se tenait au sommet, souriante, et où personne ne demandait pourquoi. Et j'ai réalisé autre chose, quelque chose qui m'a noué l'estomac alors même que je restais calme. Brielle avait pu s'en sortir parce que personne ne la soupçonnait d'avoir besoin de quoi que ce soit. C'était tout le but de son image. Une femme qui réussit n'a pas besoin d'aide. Une femme qui réussit n'emprunte pas d'argent. Une femme qui réussit ne se cache pas, ne ment pas, et ne demande pas à sa petite sœur de garder des secrets. Donc, si Brielle était la femme qui réussissait, alors je devais être celle qui échouait. De cette façon, tout ce qui se passait derrière des portes closes pouvait rester derrière des portes closes. De cette façon, si j'avais l'air stressé ou fatigué,
les gens supposeraient que c'était de ma faute le travail, les choix, la vie, peu importe. Pas elle. C'est pourquoi le mot inutile m'a blessé si profondément. Non pas parce que c'était vrai. Ça ne l'était pas. Il a blessé parce qu'il venait de la personne en qui mes parents avaient le plus confiance, la personne que tout le monde croyait, la personne qui avait été traitée comme le centre stable de notre famille depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Brielle était assise là maintenant, les épaules toujours droites, le menton levé comme si elle essayait de garder intacte cette ancienne version d'elle-même. Mais ses yeux n'étaient pas calmes. Ses yeux étaient vifs et rapides, surveillant papa, surveillant maman, surveillant mes tantes et mon oncle, calculant. Le sourire avait disparu, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu ce qui vivait en dessous, la peur, brûlante et agitée. Les mains de papa étaient sur le dossier de sa chaise. Il ne criait plus, mais la tension dans sa mâchoire me disait qu'il voulait des réponses. Papa n'aime pas les surprises. Papa n'aime surtout pas les surprises financières. Il venait d'une génération qui épargnait, payait ses factures à temps, réparait les choses au lieu de les remplacer. Il garde encore chaque garantie dans un tiroir. Si une ampoule grille, papa la remplace immédiatement. L'ordre l'apaise. Brielle n'était pas ordonnée. Brielle était une tempête habillée en rayons de soleil. Les doigts de maman se tortillaient dans le bord de son tablier. Maman regardait Brielle comme si elle essayait de la reconnaître. Elle me regardait aussi comme si elle me voyait sous un jour nouveau, et je ne pouvais pas dire si cela la rendait coupable ou simplement effrayée. Les yeux de ma tante Tansin passaient de l'une à l'autre, larges et prudents, comme ils le deviennent quand quelqu'un presse un secret de famille et ne sait pas où mettre ses mains. Mon oncle s'est raclé la gorge une fois, puis s'est arrêté, comme s'il réalisait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire qui n'aggraverait pas les choses. Brielle a fini par reprendre la parole, sa voix plus aiguë qu'avant, trop brillante. Elle a essayé de s'en tirer par une boutade. Je plaisantais. Enfin. C'est Noël. Elle a regardé papa et maman avec un sourire suppliant, comme si elle leur demandait de remettre l'ancien scénario sur la table et de faire comme s'il était toujours valable. Mais je ne pouvais pas. Pas après ce qu'elle avait dit. Pas après ce que je venais d'avouer. J'ai regardé papa puis maman, et quelque chose s'est posé en moi comme une décision devenant solide. Brielle avait passé des années à être celle que tout le monde croyait. Ce soir, j'allais être celle qui dirait la vérité la première. J'ai pris une inspiration, sentant l'air chaud de la salle à manger remplir mes poumons, sentant le pain, la sauce, et la douce saveur de mon gâteau attendant intact sur le comptoir. Ma voix est sortie assurée parce que j'avais porté ces mots seul pendant trop longtemps. Papa, ai-je dit doucement, je peux expliquer. J'ai juste besoin que tu me laisses finir. Papa a fait un signe de tête, une fois, lent et raide, et a levé la main, non pas pour m'arrêter, mais pour faire taire la pièce. C'était la façon dont il faisait quand nous étions enfants et que Brielle et moi commencions à parler l'une sur l'autre. Continue, a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Je leur ai dit que cela n'avait pas commencé comme ils l'imaginaient probablement. Il n'y a pas eu de grande confession, pas de crise dramatique devant tout le monde. Cela a commencé petit, au milieu d'une année où tout semblait glisser des mains des gens, l'année où les rues sont devenues silencieuses et où tout le monde a appris à quel point leur projet était réellement fragile. Au printemps 2020, lorsque les bureaux ont fermé et que le monde semblait retenir son souffle, Brielle m'a appelé tard un soir. Je m'en souviens clairement parce que je venais de finir de faire la vaisselle dans mon appartement et que je me tenais devant l'évier, regardant un parking vide. Le téléphone s'est éclairé avec son nom, et pendant une seconde, j'ai hésité. Brielle n'appelait pas habituellement tard. C'était une planificatrice. Les appels avec elle étaient programmés, réfléchis. Celui-ci semblait différent. Quand j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour tout de suite. J'ai d'abord entendu sa respiration, inégale et tremblante, comme si elle avait pleuré et essayait de se reprendre. Puis mon nom est sorti, doux et brisé d'une manière que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. Je pouvais l'imaginer avant même qu'elle ne parle davantage, assise sur le bord de son lit, le téléphone pressé contre l'oreille, les épaules voûtées, les yeux rouges. La voix confiante qu'elle utilisait si facilement avec tout le monde avait disparu. Elle semblait toute petite. Elle m'a dit que l'entreprise s'était séparée de certains employés. Elle a dit cela comme si c'était une mauvaise phrase qu'elle ne voulait pas prononcer à voix haute. Licenciés. Réduction d'effectifs. Restructuration. Tous les mots que les gens utilisaient cette année-là pour adoucir la même dure vérité.
Elle a dit que son poste avait été supprimé non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a été très claire là-dessus. C'était juste l'économie. Juste un mauvais timing. Je me souviens m'être appuyé contre le comptoir, le ventre noué, car le fait que Brielle perde son emploi ne correspondait pas à l'image que j'avais d'elle. C'était elle qui retombait toujours sur ses pieds. C'était elle qui avait toujours un plan. Elle a débité le reste, parlant vite maintenant, comme si la vitesse pouvait empêcher la peur de la rattraper. Elle avait quelques économies. Elle postulait déjà. Elle avait des contacts. C'était temporaire. Elle n'arrêtait pas d'utiliser ce mot, temporaire. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un peu d'aide pour traverser cette période creuse. Juste le loyer pour un mois ou deux. Peut-être les factures d'électricité. Rien de grand. Et puis sa voix s'est brisée à nouveau, et elle a dit la partie qui m'a serré le cœur. Elle a dit qu'elle n'en avait pas parlé à maman et papa. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Maman paniquerait. Papa s'inquiéterait. Ils avaient déjà traversé tellement d'épreuves cette année-là. Elle ne voulait pas être un problème de plus qu'ils devaient porter. Elle m'a demandé de ne rien dire. Je suis resté là à écouter, regardant mon reflet dans la fenêtre sombre, et tout ce que je pouvais penser, c'est que cela devait la tuer. Brielle détestait paraître faible. Elle détestait avoir besoin d'aide. Si elle m'appelait, c'est que ça devait être vraiment grave. Je lui ai demandé de combien elle avait besoin. Je lui ai demandé quand elle pensait être de nouveau sur pied. Elle m'a donné des réponses qui semblaient raisonnables. Quelques semaines. Quelques mois tout au plus. Elle a dit qu'elle avait des entretiens de prévus. Elle a dit qu'elle était gênée même de demander. Je lui ai dit que je l'aiderais. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas demandé de preuves ou de détails. C'était ma sœur. Elle avait toujours été celle qui me devançait. Si elle disait qu'elle trébuchait, je la croyais. Je me suis dit que c'était ce que faisait la famille quand les choses devenaient difficiles. Le premier virement a semblé étrange, comme si j'enfilais des chaussures qui n'étaient pas les miennes. Je me souviens avoir fixé mon application bancaire, vérifié les chiffres 2 fois, m'assurant que je pouvais me le permettre. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. Je me suis dit que j'allais me serrer la ceinture pendant un certain temps. Faire l'impasse sur quelques extras. Travailler un peu plus. J'ai appuyé sur envoyer. Brielle a cessé de pleurer immédiatement. Le changement a été si rapide qu'il m'a presque surprise. Sa voix s'est stabilisée, et elle m'a remercié, encore et encore. Elle a dit qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Elle a dit que j'étais une bonne sœur. Elle a dit que cela ne deviendrait jamais une habitude, juste une transition jusqu'à ce qu'elle retrouve un poste. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord de mon canapé et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Je me suis senti utile à ce moment-là. Pas de la manière dont Brielle me jetterait plus tard le mot au visage, mais d'une manière discrète qui avait du sens pour moi. J'aidais quelqu'un que j'aimais. Je faisais quelque chose de concret dans une année pleine de choses que personne ne pouvait réparer. Les semaines qui ont suivi ont été étranges pour tout le monde. Les bureaux sont restés fermés. Les entretiens se sont déplacés en ligne. Le temps s'est étiré et s'est replié sur lui-même. Brielle m'envoyait des nouvelles de temps en temps, une conversation prometteuse, un recruteur qui aimait son parcours, une entreprise qui gelait les embauches au dernier moment. Chaque message était accompagné d'assurance. Elle touchait au but. Elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Je n'ai pas dit à maman ou papa. Non pas parce que je pensais qu'ils seraient en colère, mais parce que je croyais Brielle quand elle disait qu'elle voulait leur dire elle-même, une fois les choses réglées. Je ne voulais pas lui enlever cela. Je ne voulais pas qu'elle se sente plus petite qu'elle ne l'était déjà. J'ai continué à travailler. L'administration de la santé n'a pas ralenti pendant cette période. Au contraire, elle s'est accélérée. De longues journées. Des changements constants. De nouvelles règles chaque semaine. J'étais épuisé, mais je me disais que c'était temporaire, là aussi. Tout était temporaire à l'époque, ou du moins c'était ce que nous nous disions tous pour continuer. Quand Brielle a rappelé un mois plus tard, elle semblait plus calme. Pas heureuse, mais posée. Elle a dit qu'elle cherchait toujours. Elle a dit que le marché était difficile, mais qu'elle avait des économies et qu'elle faisait attention. Elle a demandé si je pouvais l'aider pour un paiement de plus. Juste un seul. J'ai dit oui. Je ne me sentais pas manipulé.
Je ne me sentais pas utilisé. Je me sentais nécessaire. Et dans une famille où j'avais toujours été au second plan, ce sentiment apportait un pouvoir tranquille. Parfois, elle s'excusait avant de demander. Parfois non. Parfois, elle parlait de la frustration d'être à la maison toute la journée, de la façon dont elle se sentait invisible sans son travail. J'écoutais. Je hochais la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je lui disais que ça irait mieux. Je le pensais vraiment. En y repensant maintenant, je vois avec quel soin elle cadrait tout. Comment elle me rappelait toujours que c'était temporaire. Comment elle soulignait toujours qu'elle me rembourserait. Comment elle revenait toujours sur la honte qu'elle ressentait. La honte est une chose puissante. Elle pousse les gens à la protéger. Cela m'a poussé à la protéger. À l'époque, rien de tout cela ne semblait mal. C'était comme se tenir sous le toit de quelqu'un d'autre pendant une tempête, le soutenir jusqu'à ce que le mauvais temps passe. Je croyais que la tempête passerait. C'est la partie que je veux qu'ils comprennent, debout devant la table de Noël, tous les regards encore fixés sur moi. Je ne me suis pas lancé là-dedans aveuglément. Je l'ai fait en faisant confiance à la version de Brielle en laquelle nous croyions tous. Je pensais aider ma sœur à se relever. Cette conviction m'a porté pendant un certain temps. Elle a fait en sorte que les heures supplémentaires ressemblent à quelque chose de noble plutôt qu'à quelque chose d'épuisant. Elle a fait en sorte que chaque virement ressemble à un pansement temporaire plutôt qu'au début d'un schéma récurrent. Et pendant les 2 premiers mois, cela ressemblait vraiment à un pont. Brielle disait qu'elle était proche du but. Elle disait que les entretiens avaient lieu. Elle disait qu'elle détestait demander. Puis les demandes ont commencé à changer de forme. Au début, c'était juste le loyer, puis c'était « Pourrais-tu aussi couvrir la facture d'électricité ce mois-ci » Elle a dit qu'elle devait garder la lumière car elle passait ses entretiens depuis chez elle et qu'elle ne pouvait pas risquer une coupure. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que je laisserais son avenir s'effondrer si je disais non. J'ai payé. Je me suis dit que c'était pragmatique. C'était juste l'électricité, ce n'était pas pour toujours. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais envoyer un peu plus pour Internet. Elle a dit que la connexion dans son appartement était instable et qu'elle devait améliorer son forfait pour rester compétitive. Elle l'a écrit comme un problème professionnel, comme si elle était encore la directrice marketing capable de transformer n'importe quoi en stratégie. J'ai envoyé l'argent. Elle a répondu par une série de messages de remerciements qui m'ont soulagé. Comme si nous étions toujours des sœurs. Comme si j'aidais. Puis il y a eu la carte de crédit. Elle a appelé et sa voix était tendue, contrôlée, comme si elle essayait d'empêcher l'émotion de déborder. Elle a dit qu'elle avait un paiement par carte à échéance et qu'elle avait mal calculé. Elle a dit que cela nuirait à son crédit si elle le manquait, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de gâcher son crédit maintenant, pas vis-à-vis des propriétaires et des emplois. Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine, ordinateur ouvert, factures étalées devant moi, et d'avoir senti quelque chose basculer. Pas encore de la suspicion, mais un poids comme si le pont s'allongeait. J'ai demandé combien. Elle me l'a dit. J'ai hésité une seconde, juste une, et elle l'a entendu. Son ton s'est durci immédiatement, toujours calme, mais plus tranchant. Elle a dit, « Je sais que tu penses que j'aurais dû mieux planifier, mais tu ne comprends pas ce que c'est quand tout s'effondre en même temps. » Elle a dit qu'elle était déjà humiliée. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin du jugement de sa propre sœur. Alors j'ai payé. Après cela, les demandes sont arrivées avec des règles. Pas écrites comme un contrat, mais prononcées comme un avertissement. Ne le dis pas à maman et papa. Elle le disait à chaque fois. Parfois, elle le disait doucement, comme un plaidoyer. Parfois, elle le disait comme un ordre. Elle disait que maman s'inquiéterait à en être malade. Elle disait que papa la regarderait différemment. Elle disait qu'ils en avaient déjà assez sur les bras. Elle disait, je gère, j'ai juste besoin de temps. Elle disait, je leur dirai quand j'aurai de bonnes nouvelles, pas quand je suis en train de me noyer. Il y avait toujours une raison qui me faisait me sentir cruel de la remettre en question. Et il y avait toujours la honte. Elle s'appuyait sur ce mot comme sur un bouclier. Elle disait qu'elle avait honte d'être au chômage. Elle disait qu'elle avait honte d'avoir besoin d'aide. Elle disait qu'elle avait honte d'avoir travaillé si dur pour en arriver là. Elle disait cela comme si elle s'attendait à ce que je la sauve de cela, pas seulement avec de l'argent, mais avec le silence. Alors je suis restée silencieuse.
Je suis restée silencieuse parce que je pensais que le silence était de la gentillesse. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas briser la version de Brielle que nous aimions tous. Je suis restée silencieuse parce que, si je suis honnête, il y avait une partie de moi qui voulait être celle en qui elle avait confiance. Celle sur qui elle s'appuyait. Celle qui comptait. Je n'ai pas remarqué au début comment ce silence a commencé à me changer. Cela se manifestait de petites manières. J'ai arrêté d'acheter les petites choses qui rendaient mes semaines plus faciles. J'ai arrêté de commander mon déjeuner au travail. J'ai fait du café à la maison et je l'ai transporté dans un mug de voyage qui fuyait toujours un peu. Je me disais que j'étais responsable. Je me disais que c'était juste pour l'instant. Je me disais que je pouvais gérer. L'administration de la santé pendant cette période était implacable. Nous manquions de personnel et nous nous adaptions constamment à de nouvelles politiques. Je restais tard. Je prenais des tâches supplémentaires. Je prenais des appels que je n'étais pas obligé de prendre. J'ai dit à mon patron que je pouvais gérer. Je suis devenu la personne qui disait oui avant même que quelqu'un d'autre ne puisse demander. Quand les gens disent que la famille passe en premier, ils ne parlent pas toujours du coup silencieux de la façon dont cela s'insinue dans votre corps. De la façon dont cela crispe vos épaules même quand vous êtes immobile. De la façon dont votre cœur bat plus vite quand votre téléphone s'éclaire parce que cela pourrait être une autre demande, une autre urgence, une autre crise que vous n'avez pas créée. Brielle appelait et je répondais avant la deuxième sonnerie. Si je manquais un appel, elle envoyait un message, « S'il te plaît, rappelle-moi quand tu peux », et les mots semblaient plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Parfois, elle ajoutait, « C'est important », et mon esprit s'emballait. J'imaginais des avis d'expulsion, des avertissements de coupure, des frais de retard s'empilant comme des briques. Je rappelais en me préparant au pire. La moitié du temps, c'était quelque chose qui aurait pu attendre. Mais elle ne le laissait jamais attendre. Cela en faisait partie. Si tout était urgent, alors je n'avais jamais d'espace pour réfléchir. J'ai essayé une fois de créer cet espace. C'était la fin de l'été, il faisait encore chaud dehors, ce genre de soirée où l'air vous colle à la peau. Je venais de rentrer du travail, chaussures enlevées, cheveux relevés, debout dans ma cuisine en regardant les courses que j'avais achetées avec soin en respectant un budget. Brielle a appelé et a posé des questions sur le prochain paiement. Pas le loyer, disait-elle, mais les charges, plus la carte, plus une chose de plus. Elle a dit qu'elle devait renouveler quelque chose en ligne, un abonnement qu'elle disait nécessaire pour sa recherche d'emploi. J'ai pris une inspiration et j'ai dit quelque chose que je répétais dans ma tête depuis des semaines. J'ai dit, Brielle, peut-être que nous devrions le dire à maman et papa. Peut-être que papa peut t'aider à faire un plan. Peut-être que maman préférerait savoir plutôt que d'être tenue dans l'ignorance. Peut-être que cela devient plus important qu'une simple petite période creuse. Il y a eu un silence de son côté pendant un moment. Puis sa voix a changé. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas douce. Froide. Elle a dit, « Est-ce que tu veux me ruiner ?» J'ai cligné des yeux, comme si j'avais mal entendu. J'ai dit, « Non, bien sûr que non. Je pense juste qu'il voudrait savoir. » Elle a dit, « Tu ne comprends pas, papa ne me regardera plus jamais de la même façon. Maman va ramener ça à elle et à son anxiété, et je vais devoir gérer ça aussi. » Elle a dit, « Tu veux me faire passer pour une déception aux yeux de la famille pour pouvoir te sentir mieux dans ta peau. » Cela m'a frappé comme une gifle. C'était si injuste que mon premier instinct a été de rire, mais ma bouche est restée fermée. J'ai senti mon visage chauffer. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que je voulais dire. Je lui ai dit que j'étais inquiète. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire ça éternellement. Son ton s'est adouci juste assez pour ressembler à un piège qui se referme doucement. Elle a dit, « Je savais que tu ramènerais ça à toi. » Elle a dit, « C'est moi qui le vis, Ryan. C'est moi qui dois me réveiller et me sentir comme une ratée chaque jour. Toi, tu peux aller travailler et te sentir stable. Tu ne sais pas ce que c'est de voir ta vie s'effondrer. » Puis elle a soupiré, comme si elle était épuisée par moi. Elle a dit, « Je ne voulais pas te demander en premier lieu. C'est toi qui as proposé. Tu as dit que tu aiderais. » Elle a dit, « Je m'en souviendrai. Je me souviendrai que quand j'ai eu besoin de toi, tu m'as fait supplier. » J'ai senti mon ventre se tordre. Pas parce que je pensais qu'elle avait raison, mais parce que je pouvais entendre la vieille dynamique se remettre en place, Brielle au-dessus, cadrant l'histoire, moi en dessous, me démenant pour prouver que je n'étais pas égoïste. Alors j'ai cédé.
Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que je ne voulais pas ajouter de stress. Je lui ai dit que oui, je l'enverrais. Elle a expiré et a dit merci, comme si elle m'accordait son pardon. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Mes mains tremblaient un peu, et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus peur que l'argent. J'ai réalisé que j'avais peur de sa déception. Peur de sa colère. Peur d'être cataloguée comme la mauvaise sœur. Ce n'est pas normal, pas quand vous êtes toutes les deux des femmes adultes, pas quand vous essayez juste d'être honnête. J'ai commencé à remarquer comment Brielle parlait du secret comme s'il s'agissait d'amour. Comme si garder son secret était la preuve que je tenais à elle. Elle disait des choses comme « Tu es la seule en qui je peux avoir confiance », et cela ressemblait à un compliment. Puis elle disait « Ne le dis à personne », et cela ressemblait à une responsabilité. Parfois, elle appelait et sa voix redevenait douce, presque sucrée. Elle demandait comment j'allais. Elle mentionnait quelque chose de drôle qu'elle avait vu en ligne. Elle me disait que les anciens temps lui manquaient. Puis, juste au moment où je sentais ma garde baisser, elle glissait le masque « Peux-tu aussi couvrir ceci ? Juste celui-là. Tu sais que je le fais pour toi. » Je voulais croire à cette dernière partie. Je voulais croire qu'elle le ferait pour moi. Mais une petite partie de moi continuait à murmurer qu'elle ne l'avait jamais fait, pas vraiment. Pas quand c'était important. Brielle était douée pour être présente quand cela la mettait en valeur. Elle n'était pas douée pour être présente quand c'était le désordre. Je me disais que cette pensée était mesquine. Je la refoulais. J'ai refoulé beaucoup de choses. J'ai refoulé le ressentiment quand je la voyais poster des photos en ligne, souriante sur une terrasse, même si la boisson dans sa main n'était que de la limonade. J'ai refoulé la confusion quand elle parlait de commander des plats à emporter comme si c'était normal, alors qu'elle me disait qu'elle survivait à peine. J'ai refoulé la petite piqûre quand elle faisait des blagues sur mes dépenses prudentes, sur le fait que j'étais toujours si sérieuse. Elle riait et disait « Tu t'inquiètes trop », et je regardais mon compte bancaire en avalant la vérité. Il y a une sorte de solitude très spécifique qui vient du fait de porter un secret qui n'est pas le vôtre. Cela vous isole de tout le monde dans la pièce. Vous êtes assise au dîner de famille et vous souriez, et vous savez quelque chose que les autres ignorent. Vous regardez vos parents rire et se détendre, et vous savez qu'ils ne seraient pas détendus s'ils savaient. Vous devenez la gardienne d'une réalité que personne ne vous a demandé de porter. Je l'ai gardée parce que Brielle faisait croire que je les protégeais, que je protégeais les nerfs de maman, que je protégeais la fierté de papa, que je protégeais la paix des fêtes. À la manière dont elle l'a dit, cela semblait presque noble. Mais plus cela durait, moins le sentiment de noblesse persistait. Cela a commencé à ressembler à un piège qui se resserrait chaque fois que j'essayais de m'en extraire. À la fin de la première année, je ne comptais plus les mois, je comptais les paiements. Je pouvais vous dire exactement quand son loyer était dû, quand les factures de services publics arrivaient et quand le paiement de la carte était enregistré. Ma vie a commencé à graviter autour de son calendrier. Et à travers tout cela, Brielle a continué à porter sa confiance comme une armure. Même au téléphone, même en larmes, elle ne se laissait jamais paraître trop faible trop longtemps. Elle revenait toujours au contrôle. Elle me rappelait toujours que le dire à qui que ce soit serait une trahison. Elle trouvait toujours un moyen de transformer mon aide en obligation. Je me disais que cela finirait quand elle trouverait un emploi. Je me disais que cela finirait quand le monde se stabiliserait. Je me disais que cela finirait parce qu'il le fallait. C'est ce que je me disais. Et debout là, à la table de Noël, regardant le visage de papa alors qu'il attendait mon explication, j'ai réalisé depuis combien de temps je me racontais cela, et à quel point j'avais réorganisé ma vie autour de l'espoir que ma sœur finirait par se débrouiller seule. J'ai pris une autre inspiration, et je pouvais sentir toute la pièce retenir la sienne avec moi. Mais avant de pouvoir expliquer ce que l'argent était devenu, je devais expliquer comment j'avais découvert qu'il n'allait plus là où je pensais qu'il allait. Pendant longtemps, j'ai cru que chaque dollar que j'envoyais servait à garder un toit sur la tête de Brielle et la lumière dans son appartement. J'imaginais des chèques de loyer, des soldes de services publics et des dépenses d'adultes ennuyeuses qui s'accumulaient mais qui avaient du sens. C'est cette image qui me permettait de continuer à appuyer sur « envoyer » même quand ma propre poitrine me semblait oppressée. La première fissure dans cette image est apparue discrètement non pas par une dispute ou une confession, mais par une notification. C'était un après-midi ordinaire, au milieu d'une autre longue journée de travail. Je déjeunais à mon bureau, faisant défiler mon téléphone comme on le fait quand on a besoin d'une pause mentale. Brielle avait posté quelque chose.
Pas une photo d'elle-même, pas une citation, mais une capture d'écran. Elle a traversé mon écran pendant moins d'une seconde avant que mon cerveau n'enregistre ce que c'était, des chiffres, des graphiques, des lignes vertes et rouges qui montaient et descendaient brusquement. Je l'ai regardée plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Elle l'avait légendé avec quelque chose de vague sur l'apprentissage et le fait de rester discipliné, rien qui ne dise explicitement « argent », rien qui n'alarmerait quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il regardait. Mais j'en savais assez pour sentir mon estomac se nouer. Ce soir-là, quand elle a appelé pour demander le prochain transfert, je lui en ai parlé. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté. J'ai demandé ce qu'était ce graphique. Elle a ri, d'un ton bref et méprisant. Elle a dit que c'était juste de l'investissement. Elle a dit qu'elle s'était auto-formée sur certaines choses pendant qu'elle avait du temps, forex, crypto, des trucs comme ça. Elle a dit qu'il était intelligent de diversifier, elle a dit que tout le monde le faisait. Sa confiance était immédiate et exerçait le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle parlait de campagne et de stratégie à l'époque où elle avait encore son travail. Elle faisait paraître cela responsable, progressiste, presque impressionnant. J'ai demandé si elle y mettait beaucoup d'argent. Elle a dit non. Elle a dit juste un peu. Elle a dit qu'elle était prudente. Elle a dit qu'elle ne jouerait jamais. Ce mot est sorti d'un ton sec, comme une insulte. Je ne suis pas stupide, a-t-elle dit, je sais ce que je fais. Je voulais la croire. Vraiment. Mais quelque chose dans mon corps ne s'est pas apaisé comme d'habitude lorsqu'elle me rassurait. L'image de ces graphiques m'est restée, les chutes brutales, les pointes soudaines. Cela ne ressemblait pas à un investissement lent et prudent, cela ressemblait à de l'adrénaline. Je n'ai pas insisté ce soir-là. Je me suis dit que ce n'était pas mon rôle. Elle était déjà assez défensive au sujet de l'argent, et je ne voulais pas ajouter une autre couche de tension. Mais une fois que l'idée était là, elle ne m'a plus quitté. Au cours des semaines suivantes, de petits détails ont commencé à ressortir. Elle mentionnait qu'elle restait éveillée tard à surveiller les marchés. Elle m'envoyait des textos à des heures indues, excitée ou éteinte d'une manière qui ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Parfois, elle semblait survoltée, parlant vite, sautant d'une idée à l'autre. D'autres fois, elle semblait vide, comme si elle récitait des répliques qu'elle avait répétées. Un après-midi, j'ai croisé Noah Greer à l'épicerie. Noah était un vieil ami de la famille, quelqu'un qui nous connaissait depuis que nous étions enfants. Il travaillait comme conseiller financier indépendant, le genre de personne qui explique les choses calmement et n'essaie jamais d'impressionner qui que ce soit. Nous avons discuté du travail et de la météo, puis, sans l'avoir prévu, j'ai mentionné Brielle. Juste en passant, j'ai dit qu'elle était entre deux emplois et qu'elle parlait de faire du trading en ligne. L'expression de Noah a changé immédiatement, pas alarmée, mais sérieuse. Il a demandé quel genre de trading. Quand j'ai dit forex et crypto, il a hoché la tête lentement. Il n'a pas dit que c'était maléfique ou imprudent. Il a dit quelque chose de plus calme, quelque chose qui m'est resté, il a dit que pour certaines personnes, cela commence à ressembler moins à de l'investissement et plus à du jeu. Il a dit que le problème n'est pas seulement les pertes, c'est le schéma. Quand quelqu'un perd, il ressent le besoin de récupérer sa mise. Il court après la perte. Il se dit que le prochain mouvement va tout arranger. Il a dit que le cerveau réagit aux gains et aux pertes de la même manière qu'à une machine à sous. Il a dit que le marché se moque de savoir à quel point vous avez besoin qu'il se retourne. Je suis rentré chez moi avec ces mots résonnant dans ma tête. Ce soir-là, quand Brielle a appelé, je l'ai interrogée plus directement. J'ai demandé combien elle avait misé. Elle a esquivé. Elle a dit que je réfléchissais trop. Elle a dit que je ressemblais à papa. Cela m'a piqué, parce qu'elle savait exactement ce que cette comparaison me ferait. Elle savait que je ne voulais pas avoir l'air de vouloir la contrôler. Elle savait que je ne voulais pas être celui qui lui faisait la morale. Elle a dit que c'était en fait une bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle avait presque récupéré ce qu'elle avait perdu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps pour y arriver. Perdu plus tôt, c'était la première fois qu'elle admettait qu'il y avait eu des pertes. Je lui ai demandé si l'argent que j'envoyais allait dans ses comptes. Elle a marqué une pause juste assez longue. Elle a dit non. Elle a dit pas directement. Elle a dit que tout se mélangeait. Elle a dit que l'argent était de l'argent et qu'elle le gérait. Elle a dit que je me concentrais sur la mauvaise chose. C'est à ce moment-là que la peur est entrée dans la pièce. Pas la panique, pas la colère, mais la peur, celle qui s'installe sourdement et froidement et rend tout le reste incertain. J'ai réalisé que je ne savais pas où allait mon argent.
J'ai réalisé que je faisais confiance à quelqu'un qui ne pouvait pas expliquer clairement ce qu'il en faisait. Quelques jours plus tard, elle a appelé avec de l'urgence dans la voix. Elle a dit qu'il y avait eu un mauvais mouvement. Elle a dit que le marché était volatile. Elle a dit qu'elle pouvait réparer cela, mais seulement si elle agissait vite. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour couvrir les frais jusqu'à ce que la situation se retourne. Je lui ai demandé combien. Elle me l'a dit. Le chiffre m'a oppressé la poitrine. C'était plus que d'habitude. Pas exorbitant, mais pas négligeable, assez pour que je le sente, assez pour que je doive à nouveau réorganiser mes finances. Je lui ai dit que j'étais inquiet. Je lui ai dit que cela ne ressemblait plus seulement à payer des factures. Sa réaction a été immédiate. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Elle a dit que si j'avais la moindre idée d'à quel point elle était proche de renverser la situation, je n'hésiterais pas. Elle a dit que c'était la dernière impulsion, le dernier mouvement, la dernière chance. Elle a dit que si je ne l'aidais pas maintenant, tout ce pourquoi elle avait travaillé disparaîtrait. Je pouvais entendre la tension dans sa voix, le désespoir enveloppé de confiance. C'était le même schéma que Noah avait décrit se déroulant juste devant moi, perdre. Courir après. Juste encore un. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Elle n'a pas aimé ça. Elle a dit que réfléchir était un luxe qu'elle n'avait pas. Elle a dit que l'hésitation est la façon dont les gens manquent des opportunités. Elle a dit que j'étais négatif. Elle a dit qu'elle pensait que je croyais en elle. Cette dernière phrase a frappé fort. La croyance était devenue une monnaie d'échange. Si je croyais en elle, je payais. Si je ne le faisais pas, j'étais l'ennemi. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le calme de mon appartement, mon téléphone à la main, le cœur battant. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé à nouveau les chiffres. J'ai regardé le compte d'épargne que j'avais lentement constitué. J'ai regardé le solde de la carte de crédit qui était plus élevé que je ne l'aurais souhaité. J'ai regardé le calendrier et compté les jours jusqu'à ma prochaine paie. Je me suis dit que si c'était vraiment la dernière impulsion, alors l'aider une fois de plus mettrait réellement fin aux choses. Je me suis dit que si je ne l'aidais pas et qu'elle perdait tout, je ne me le pardonnerais jamais. Je me suis dit que la famille signifiait être présent même quand cela vous faisait peur. Alors j'ai envoyé l'argent. Après, je ne me suis pas senti soulagé. Je me suis senti mal. Les semaines suivantes ont été un flou de mise à jour qui ne menait nulle part. Elle disait que le marché était imprévisible. Elle disait qu'elle avait presque atteint le seuil de rentabilité. Elle disait que les choses s'amélioraient. Elle a aussi dit qu'elle avait à nouveau besoin d'aide pour le loyer. Les mots m'ont presque brisé. C'est à ce moment-là que la vérité s'est enfin imposée, lourde et indéniable. Je ne l'aidais pas à se stabiliser, je l'aidais à survivre aux conséquences de quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de faire. Mon argent n'était plus un pont, c'était un rembourrage. Cela l'empêchait de toucher le fond. Je me suis souvenu de la voix calme de Noah, de la façon dont il avait dit que le cerveau court après les pertes. Je me suis souvenu de la voix de Brielle quand elle parlait du prochain mouvement, de la façon dont sa voix s'élevait avec un espoir trop vif pour être réel. J'ai réalisé alors que l'aide que je pensais apporter lui permettait en fait de continuer non pas vers un emploi, non pas vers la stabilité, mais plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Debout là maintenant, à la table de Noël, avec papa attendant mon explication et maman agrippant le bord du comptoir, j'ai senti cette prise de conscience me brûler à nouveau. Il ne s'agissait pas de loyer, d'électricité ou d'une carte de crédit, il s'agissait d'un schéma qui avait englouti ma sœur et m'avait entraîné avec elle. Et le pire était de savoir que j'avais continué à le nourrir parce que je croyais que je la sauvais. J'ai regardé papa et maman, et pour la première fois, j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas de sauver Brielle d'une chute, j'avais aidé à cacher à quel point elle était déjà tombée. J'ai dégluti et j'ai pris une autre inspiration régulière, sachant que la partie suivante serait plus difficile à dire à voix haute. Parce qu'une fois que j'ai réalisé que mon argent ne sauvait pas Brielle qu'il la cachait, j'ai commencé à chercher des réponses comme je le fais au travail. J'ai cessé de faire confiance aux sentiments et j'ai commencé à suivre les schémas. J'ai commencé à me poser des questions qui me retournaient l'estomac. Si elle utilisait mon argent pour boucher des trous, combien de trous y avait-il? Si elle me demandait de garder le secret, à qui d'autre le demandait-elle? Je ne l'ai pas découvert en un seul moment dramatique. Je l'ai découvert de la façon dont on découvre habituellement les secrets de famille, par morceaux, à travers de petits lapsus et des indices accidentels. Cela a commencé par un appel téléphonique de ma tante Tansin. C'est la sœur de maman pragmatique, sensée,
le genre de femme qui a toujours des serviettes en papier dans son sac et ne laisse jamais personne quitter sa maison le ventre vide. Elle m'a appelé un après-midi et m'a demandé comment j'allais. Sa voix avait cette douceur prudente que les gens utilisent quand ils veulent dire quelque chose mais ne veulent pas aggraver les choses. Je lui ai dit que j'allais bien. C'était ma réponse automatique. Bien signifiait que j'étais toujours debout. Elle a marqué une pause puis a demandé, presque nonchalamment, si Brielle allait bien. J'ai dit qu'elle était entre deux emplois et qu'elle essayait de trouver une solution. Tansin a émis un petit son, comme si elle pesait ses mots. Puis elle a dit, Brielle m'a demandé de l'argent le mois dernier. Juste un peu. Elle a dit que c'était pour le loyer. Elle a demandé à Tansin de n'en parler à personne parce qu'elle ne voulait pas que maman et papa s'inquiètent. Tout mon corps est devenu froid. Non pas parce que Brielle avait demandé de l'aide, mais parce qu'elle avait répété la même phrase, le même scénario, la même demande de silence. J'ai essayé de garder ma voix stable. J'ai demandé à Tansin combien. Elle me l'a dit, et ce n'était pas une somme énorme, mais c'était assez pour compter, assez pour signifier que ce n'était pas une faveur ponctuelle, assez pour signifier que Brielle tissait une toile. J'ai demandé à Tansin si elle l'avait dit à quelqu'un d'autre. Tansin a dit non. Elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise, mais que Brielle semblait si embarrassée, si désespérée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas causer de drame. Elle a dit qu'elle se figurait que Brielle le dirait à maman et papa quand les choses iraient mieux. Tansin a dit qu'elle ne voulait pas lui retirer ce choix. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit. Ma voix me semblait lointaine à mes propres oreilles. Quand j'ai raccroché, je me suis assis sur le bord de mon canapé et j'ai regardé le mur pendant un long moment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon silence ne protégeait pas Brielle, il protégeait tout ce que Brielle faisait. Après cela, j'ai commencé à tout remarquer. Un cousin a mentionné que Brielle avait été stressée ces derniers temps et s'était renseigné sur des prêts à court terme. Un oncle a fait une plaisanterie sur le fait que tout le monde avait besoin d'un sauvetage financier ces jours-ci, et j'ai ri comme si c'était drôle, même si mes mains étaient moites. Maman m'a dit en passant que Brielle appelait plus souvent, semblant fatiguée. Maman a dit qu'elle était inquiète, mais Brielle insistait toujours sur le fait qu'elle allait bien. Bien, encore ce mot. J'ai appelé Brielle et je lui ai demandé directement si elle avait emprunté de l'argent à tante Tansin. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas semblé surprise que je le sache. Elle a semblé agacée, comme si j'avais violé un accord. Elle a dit oui, mais que ce n'était pas grave. Elle a dit que Tansin lui avait proposé. Elle a dit que c'était juste temporaire. Elle a dit que je ne devrais pas appeler partout à ce sujet comme une sorte de détective. Je lui ai dit que je n'appelais pas partout. Je lui ai dit que Tansin m'avait appelé parce qu'elle se sentait mal à l'aise. Brielle a rétorqué que Tansin était dramatique. Elle a dit que les gens réagissaient toujours de manière excessive quand l'argent était en jeu. Elle a dit que je la faisais se sentir plus mal alors qu'elle luttait déjà. Puis elle a baissé la voix et a dit les mots qu'elle disait toujours, ceux qui se resserraient autour de ma gorge comme une corde, ne le dis pas à maman et papa. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je lui ai demandé pourquoi elle me suppliait alors qu'elle aurait dû leur parler. Elle a dit parce qu'ils ne comprendraient pas. Elle a dit que papa la jugerait. Elle a dit que maman se rendrait malade d'inquiétude. Elle a dit qu'elle pourrait gérer cela si tout le monde restait en dehors de ça. Rester en dehors de ça, comme si cela n'avait rien à voir avec moi, comme si je ne le portais pas depuis des années à ce stade. Je lui ai dit que j'avais besoin d'honnêteté si je devais continuer à l'aider. Elle a accepté pendant environ une semaine. Puis quelque chose d'autre est arrivé, quelque chose qui a fait ramper ma peau avec une sorte d'effroi que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était un dimanche après-midi où j'étais allé chez maman et papa pour aider papa avec quelque chose dans le garage. Papa aime faire les choses lui-même, mais il est aussi le genre d'homme qui prétend ne pas avoir besoin d'aide jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Il m'avait envoyé un texto ce matin-là, simple et direct, passe si tu as le temps. J'ai besoin d'une deuxième paire de mains. Quand je suis arrivé, papa était dans le garage entouré d'outils et de bacs de rangement de fête. La radio jouait doucement, et il avait ses manches retroussées. Maman était à l'intérieur en train de faire de la soupe, le genre de soupe qui a toujours un goût de sécurité. J'ai aidé papa à déplacer une boîte lourde, puis nous sommes restés là un moment pour reprendre notre souffle. Papa s'est essuyé les mains sur un chiffon et m'a demandé comment se passait le travail. Je lui ai dit que c'était chargé. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté, Brielle m'a posé des questions sur mon compte de retraite la semaine dernière.
Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu le vertige. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté, comme si de rien n'était. J'ai demandé ce qu'elle voulait savoir. Papa a froncé les sourcils. Il a dit qu'elle posait des questions sur les pénalités et les retraits. Il a dit qu'elle parlait vite, comme si elle avait beaucoup de choses en tête. Papa a dit qu'il lui avait dit de ne pas toucher à l'argent de la retraite à moins d'une urgence. Papa a dit qu'elle lui avait dit que c'était une urgence, mais elle n'a pas expliqué. J'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles. Je me suis forcé à respirer. J'ai demandé à papa s'il lui avait donné de l'argent. Papa a hésité. Cette hésitation m'a tout dit avant même qu'il ne prononce un mot. Il a détourné le regard, juste un peu, vers les étagères. Puis il a admis qu'il l'avait aidé. Pas beaucoup, a-t-il dit rapidement, juste un peu. Il a dit qu'elle avait promis qu'elle le rembourserait quand elle se remettrait sur pied. Il a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas en parler à maman parce que maman s'inquiéterait. J'ai senti mes jambes se dérober. J'ai agrippé le bord de l'établi pour me stabiliser. Papa, ai-je dit, et ma voix sonnait étrangement, serrée, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Papa a encore froncé les sourcils. Il a dit que c'était récent. Il a dit qu'elle avait demandé une fois il y a quelques mois, puis à nouveau plus récemment. Papa a dit qu'il pensait qu'il l'aidait juste à passer une mauvaise passe. Papa a dit qu'il ne pensait pas que c'était une situation grave. Je pouvais à peine l'entendre à cause de mes propres pensées, parce que c'était une situation grave. C'était plus grave que ce que je m'étais autorisé à nommer. Si Brielle avait puisé dans l'argent de la retraite de papa, cela signifiait qu'elle était désespérée d'une manière qui l'effrayait elle-même. Cela signifiait aussi qu'elle était prête à franchir des limites qui ne devraient pas l'être. L'argent de la retraite n'est pas un prêt occasionnel, ce n'est pas une solution rapide. C'est l'avenir que papa avait passé des décennies à construire avec des choix prudents, des réveils matinaux et en disant non à des choses qu'il voulait parce qu'il croyait en la sécurité. J'ai demandé à papa combien. Il me l'a dit, et c'était suffisant pour que ma gorge se serre. Assez pour que je sache que ce n'était pas juste un peu. Papa a observé mon visage et son expression a changé. Il a dit, attends. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ryan, est-ce que tu sais quelque chose? Je voulais tout lui dire à ce moment-là. Je voulais tout déballer et laisser la vérité prendre sa propre forme. Mais maman est entrée dans le garage à ce moment-là avec un plateau de bol, souriante, demandant si nous avions faim. Son sourire s'est effacé quand elle a vu mon visage. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Papa n'a rien dit au début, il nous a juste regardé tour à tour, et je pouvais voir en lui l'instinct de préserver la paix, l'instinct de reporter le conflit à plus tard, l'instinct qui avait probablement permis à Brielle d'opérer pendant si longtemps. J'ai menti. Pas totalement, mais assez. J'ai dit à maman que j'étais juste fatigué. Je lui ai dit que le travail était lourd. Je lui ai dit que j'allais bien. Il y avait encore ce mot bien comme une couverture jetée sur quelque chose qui brûle. Ce soir-là, après être rentré chez moi, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et mon téléphone à la main. J'ai regardé le journal d'appel. J'ai regardé le nom de Brielle. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. J'avais besoin de m'assurer que je n'imaginais pas des choses. J'avais besoin de m'assurer que je ne réagissais pas à la peur. J'ai donc commencé à rassembler les faits. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai remonté mois par mois. J'ai fait une liste de chaque transfert. J'ai noté les dates. J'ai noté les montants. Je les ai comparés aux messages de Brielle au jour où elle appelait en pleurant, au jour où elle agissait comme si ce n'était rien. J'ai mis en évidence les schémas. J'ai entouré les mots qu'elle utilisait encore et encore, temporaire, juste pour cette fois, ne le dis pas à maman et papa. J'ai fait la même chose que font les gens quand ils essaient de se prouver que ce qu'ils ont vécu est réel, j'ai collecté des preuves. Pas pour le tribunal, pas pour me venger, mais pour ma santé mentale. Une fois que je l'ai vu sur papier, je ne pouvais plus l'ignorer. Ce n'était pas une mauvaise passe, c'était un système. Brielle empruntait à une personne pour couvrir ce qu'elle devait à une autre. Elle me sollicitait, puis tante Saint, puis papa, et puis elle me rappelait. Elle gardait chaque personne séparée, chaque secret isolé, pour que personne ne puisse voir l'image globale. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait me sentir à la fois soulagé et malade, je n'étais pas le seul. Mais j'étais celui sur qui elle s'appuyait le plus longtemps. Le plus profondément. Celui qu'elle utilisait comme fondation pendant qu'elle gardait son image impeccable pour tous les autres.
Cette prise de conscience ne m'a pas fait me sentir mieux. Elle m'a mis à vif. Parce que cela signifiait que toutes ces nuits où je pensais sauver ma sœur, elle construisait une échelle avec mon argent et remontait sur son piédestal. Cela signifiait qu'elle pouvait s'asseoir à une table de Noël des années plus tard et me traiter de vaurien sans sourciller, parce qu'elle s'était entraînée à croire sa propre histoire. La fois suivante où Brielle m'a demandé de l'argent, je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le téléphone sonner. Je l'ai regardé s'allumer, et j'ai senti quelque chose de nouveau monter en moi, pas de la culpabilité, pas de la panique, mais de la colère, calme et propre. Quand je l'ai finalement rappelé, je lui ai posé une seule question, je lui ai demandé à combien de personnes elle avait emprunté de l'argent. Elle s'est tue. Puis elle a ri ce rire ténu qu'elle utilise quand elle se sent acculée. Elle a dit, « Pourquoi me demandes-tu ça? Tu agis comme si j'étais une sorte de criminel. » Je lui ai dit que je savais pour tant de temps sain. Je lui ai dit que je savais pour papa. Sa voix est devenue cinglante. Elle a dit, « Tu n'avais aucun droit de parler à papa. Tu essaies de les monter contre moi. Tu es jaloux. Tu as toujours détesté le fait que je sois celle dont ils étaient fiers. » Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée stable. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de fierté, je lui ai dit qu'il s'agissait de vérité. Elle a dit la chose qu'elle disait toujours quand elle perdait le contrôle, « Ne le dis pas à maman. Ne le dis pas à papa. Tu vas tout gâcher. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que « tout » signifiait pour elle. Tout, ce n'était pas notre famille. Tout, c'était son image. Après cet appel, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et je l'ai nommé pour ce qu'il était. J'ai commencé à enregistrer des captures d'écran. J'ai commencé à enregistrer des relevés bancaires. J'ai commencé à écrire une chronologie en langage clair, mois par mois, paiement par paiement, demande par demande. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais la punir. Je l'ai fait parce que je me sentais glissé dans cet ancien brouillard où je remettais en question ma propre réalité. Je l'ai fait parce que je savais que si je n'ancrais pas la vérité quelque part de solide, Brielle la réécrirait, et je finirais par m'excuser pour quelque chose qu'elle avait fait. Alors, debout à la table de Noël maintenant, avec papa qui me fixe toujours et maman figée près du comptoir, je savais que je ne tenais pas seulement ma propre histoire entre mes mains. Je tenais la première carte claire de la distance que ma sœur avait parcourue et du nombre de personnes qu'elle avait entraînées avec elle. J'ai dégluti à nouveau, puis j'ai regardé papa et j'ai hoché la tête une fois, comme si je hochais la tête pour moi-même. J'ai les reçus, ai-je dit calmement, et je peux tout vous montrer. Mais la vérité était que la décision d'arrêter n'avait pas commencé à cette table de Noël. Elle avait commencé des semaines plus tôt, un jour de semaine ordinaire qui a failli me coûter mon travail. Je fonctionnais à bout de force depuis des mois à ce moment-là, dormant peu, me réveillant déjà fatigué, vérifiant mon téléphone dès le matin, non pas pour des messages d'amis ou des nouvelles, mais pour voir si Brielle m'avait écrit. Mon corps avait appris à se préparer avant même que mon esprit ne suive. Le travail n'avait pas ralenti. Au contraire, il exigeait plus de moi, de nouvelles procédures, des réunions constantes, des délais empilés les uns sur les autres. J'avais l'habitude d'être fier d'être stable, fiable, celui sur qui les gens pouvaient compter. Quelque part en chemin, cette stabilité a commencé à se fissurer. Le premier signe est apparu lors d'une réunion d'équipe. Je devais présenter un résumé sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines. Je me tenais là, fixant l'écran, et pendant quelques secondes, mon esprit est devenu complètement vide. Pas nerveux vide, comme si les mots s'étaient évaporés. Mon manager m'a regardé, confus. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Je me suis excusé et j'ai bafouillé, mais je pouvais sentir le changement dans la pièce, la question tacite, « Est-ce que ça va ?» Plus tard ce jour-là, mon manager m'a demandé de venir dans son bureau. Elle a fermé la porte doucement et a demandé si tout allait bien. Elle a dit que je semblais distrait ces derniers temps. Elle a dit qu'elle appréciait mon travail, mais qu'elle avait besoin que je sois présent. J'ai hoché la tête et j'ai dit oui, bien sûr, j'étais juste fatigué. J'ai dit que les choses avaient été chargées à la maison. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit quelque chose qui m'a fait plus peur que n'importe quelle dispute avec Brielle, « Je ne veux pas te perdre, mais j'ai besoin que tu prennes soin de toi. » Prendre soin de toi. J'ai failli rire. Je ne savais même plus ce que cela signifiait. Ce soir-là, Brielle a appelé. J'ai vu son nom s'allumer sur mon téléphone alors que j'étais assis sur mon canapé, encore chaussé, fixant le vide. Pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas répondre. J'ai envisagé de laisser sonner jusqu'au répondeur.
Je ne l'ai pas fait. L'habitude est une chose puissante. Sa voix n'était pas paniquée cette fois, elle était monocorde, professionnelle. Elle m'a dit qu'elle avait encore besoin d'argent. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a dit le montant et la date limite, comme si elle lisait une liste. J'ai senti quelque chose en moi se durcir. Je lui ai demandé à quoi cela servait. Elle a soupiré, irritée. Elle a dit, pourquoi est-ce important? L'argent est de l'argent. Elle a dit que je réfléchissais encore trop. Je lui ai dit que j'avais du mal. Je lui ai dit que mon travail était en jeu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Il y a eu une pause. Puis elle a prononcé la phrase qui a finalement brisé la loyauté qu'il me restait, « Eh bien, je suppose que j'ai juste supposé que tu trouverais une solution. Tu le fais toujours. » Il n'y avait aucune gratitude dans sa voix. Aucune honte. Juste de l'attente. Cette phrase a pesé plus lourd que toutes les tentatives de culpabilisation réunies parce qu'elle révélait quelque chose que je refusais de voir, elle n'avait pas peur de perdre mon aide, elle était certaine qu'elle ne la perdrait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais rien envoyer pour le moment. Elle a ri, pas un rire nerveux, un rire tranchant. Elle a dit, ne sois pas dramatique. Tu as un travail. Tu iras bien. J'en ai plus besoin que toi. Je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mes oreilles. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle a rétorqué que réfléchir n'était pas une option. Elle a dit que si je ne l'envoyais pas, les choses allaient mal tourner. Elle a dit que je le regretterais. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai réalisé que j'avais eu peur de sa colère pendant si longtemps que je ne m'étais jamais arrêté pour me demander pourquoi. Peur de quoi, exactement? De sa déception? De ses mots? De son retrait? Aucune de ces choses ne pouvait réellement me nuire à moins que je ne le permette. J'ai mis fin à l'appel pas par une dispute, pas par un discours. J'ai simplement dit que je ne pouvais plus faire ça et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma poitrine me semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle a envoyé un texto immédiatement. Puis un autre. Puis encore un. Les messages ont changé rapidement de ton, d'abord la confusion, puis l'accusation, puis la culpabilité. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je lui ferais ça. Elle a dit que je l'abandonnais. Elle a dit qu'elle s'en souviendrait. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai dormi pendant presque 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Quand je me suis réveillé, le monde me semblait plus calme. Les jours suivants ont été à la fois affreux et clarifiants. Brielle a essayé tous les angles. Elle a appelé, elle a envoyé des textos, elle a envoyé de longs messages sur la trahison et de courts messages sur des urgences. Elle alternait entre froideur et supplication. Quand je n'ai pas répondu, elle a passé à la vitesse supérieure. Elle a mentionné maman et papa. Elle a dit qu'ils seraient déçus de moi s'ils savaient. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que j'avais changé. Elle avait raison sur un point, j'avais changé. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai recommencé à me concentrer au travail. J'ai pris une vraie pause déjeuner et j'ai mangé pour de bon. Je suis rentré chez moi à l'heure. J'ai senti le brouillard dans ma tête commencer à se dissiper, lentement. Mais avec le soulagement est venue la peur non pas de Brielle, mais de ce qui se passerait quand la vérité finirait par éclater. Parce que je savais qu'elle éclaterait. Les secrets comme celui-là ne restent jamais enterrés, ils pourrissent, ils fuient. C'est là que j'ai commencé à me préparer. Pas pour me venger, pas pour l'exposer publiquement, mais pour me protéger. J'ai tout organisé, relevé bancaire, messages, dates, montant. J'ai rédigé une chronologie qui montrait comment un mois de loyer était devenu des années de soutien. J'ai inclus des notes sur ces demandes de secret. J'ai inclus des captures d'écran de messages où elle présentait mon aide comme une obligation. Je n'ai pas agi par colère. Je l'ai fait avec clarté. Je me suis dit que si quelqu'un me demandait un jour pourquoi j'avais arrêté, je n'aurais pas à chercher mes mots. Je n'aurais pas à me fier à une mémoire qui pourrait être déformée. J'aurais la vérité, simple et sans fioriture. À l'approche de Noël, la tension s'est intensifiée. Brielle a cessé de m'appeler directement et a commencé à agir normalement dans la discussion de groupe familial. Elle envoyait des messages joyeux. Elle plaisantait. Elle publiait des photos en ligne qui donnaient l'impression qu'elle allait très bien. Je savais ce que cela signifiait. Elle consolidait son image,
prenant les devants sur l'histoire. Lorsque maman a appelé pour confirmer les plans du dîner de Noël, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je savais que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Je savais aussi que je ne pouvais pas forcer la vérité à sortir lors d'une conversation privée où Brielle pourrait la réécrire plus tard. Je n'ai pas planifié de confrontation. Je n'ai pas répété de discours. Je savais simplement que lorsque nous serions tous dans la même pièce, quelque chose céderait. Sur la route menant à la maison de maman et papa ce soir-là, avec le gâteau fait maison sur le siège passager et le dossier de documents dans mon sac, je me sentais étrangement calme comme quelqu'un qui a déjà franchi la ligne la plus difficile. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait, mais je savais ceci, le dîner de Noël allait être le moment où tout ce que Brielle avait construit sur le silence rencontrerait enfin la lumière. Et une fois que cela arriverait, il n'y aurait pas de retour en arrière. La lumière était déjà là, chaleureuse et vive dans la salle à manger de maman et papa, ricochant sur la table en bois poli et le plat en cristal que maman ne sortait que pour les fêtes. Cela rendait toute la scène presque trop jolie pour ce qui était en train de se passer. Un sapin scintillant dans le coin. Des bougies sur le buffet. Des assiettes alignées comme sur une carte postale. Et au milieu de tout cela, papa se tenait debout, sa chaise reculée, maman était figée près du comptoir, et son visage s'est tourné vers moi comme si c'était moi qui avais brisé quelque chose de sacré. La voix de papa flottait encore dans l'air, quelle facture? Pourquoi? Brielle restait très immobile, les mains jointes trop proprement sur ses genoux, comme si elle pouvait rester entière par la seule force de sa volonté. Ses yeux étaient fixés sur moi, vifs et menaçants, mais je n'ai pas détourné le regard. J'avais vécu trop longtemps sous ce regard. J'ai plongé la main dans mon sac lentement. Je ne voulais pas bouger vite. Je ne voulais pas que quiconque pense qu'il s'agissait d'un coup monté, ou que j'y prenais du plaisir. J'ai sorti un dossier ordinaire, du genre qu'on achète par paquet au magasin de fournitures de bureau, et je l'ai posé sur la table devant papa. Le bruit qu'il a fait en atterrissant était léger, mais dans cette pièce, il a semblé assourdissant. Papa l'a regardé comme s'il risquait de le mordre. La main de maman s'est pressée contre le comptoir. La bouche de tante Tansin s'est entr'ouverte, comme si elle voulait parler mais ne trouvait pas de moyen sûr de le faire. Mon oncle a bougé sur sa chaise. La fourchette de quelqu'un a tinté contre une assiette, oubliée. J'ai gardé une voix calme à dessein. Pas froide, juste stable. J'avais appris à mes dépens que si l'on semble émotif, les gens entendent les émotions au lieu des faits. J'ai dit que cela avait commencé au printemps 2020, quand Brielle a perdu son emploi et ne vous l'a pas dit. J'ai dit qu'elle m'avait appelé et demandé de l'aide, juste temporairement, et qu'elle m'avait demandé de ne pas le dire à maman et papa parce qu'elle avait honte et ne voulait pas que quiconque s'inquiète. Maman a émis un petit son, comme si elle allait m'interrompre, mais elle s'est ravisée. J'ai continué. J'ai dit que j'avais aidé parce que je l'avais cru. J'ai dit que cela avait commencé par le loyer. Puis l'électricité. Puis l'Internet. Puis les cartes de crédit. J'ai dit que les demandes ne s'étaient pas arrêtées après un mois, elles étaient devenues une habitude. Le visage de papa s'est crispé. Il n'a pas scié. Papa n'est pas un homme qui pleure facilement, mais il a ce regard qui apparaît quand quelque chose le touche au plus profond de lui-même. C'est le regard d'un homme qui réalise que les règles selon lesquelles il vivait ne s'appliquent pas à la pièce dans laquelle il se trouve. Brielle a laissé échapper un court rire, essayant de couper mes paroles. Elle a dit, c'est ridicule. Elle a dit que j'exagérais. Elle a dit, c'est Noël. Elle a dit que je faisais toute une histoire pour rien. Je n'ai pas argumenté avec elle. Je n'ai pas échangé d'insultes. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement fait glisser le dossier vers papa et lui ai dit de regarder. Papa a hésité une seconde, comme s'il espérait que cela disparaîtrait s'il n'y touchait pas. Puis il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des relevés imprimés, des transferts surlignés, des pages étiquetées avec des dates, et une chronologie simple que j'avais dactylographiée en langage clair. Je ne l'avais pas décoré. Je n'avais pas ajouté de mots dramatiques. Juste les faits. Mois par mois. Demande par demande. Montant par montant. Des notes sur ce qu'elle disait à chaque fois. Des notes sur la condition qui l'accompagnait toujours, ne le dis pas à maman et papa. Les mains de papa tremblaient légèrement alors qu'il tenait la première page. Il a lu lentement. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du radiateur et du son lointain de la musique de Noël venant du salon. Maman s'est penchée en avant, ses yeux parcourant les pages depuis sa place près du comptoir.
Elle n'a encore rien touché, mais son visage a changé lorsqu'elle a reconnu le schéma. On peut toujours savoir quand maman compte dans sa tête. Ses lèvres se serrent et ses yeux se plissent. Elle comptait. Tante Tansin s'est levée sans parler et s'est approchée de la table, comme si son corps avait besoin de voir ce que ses oreilles entendaient. Elle a regardé les lignes surlignées puis a levé les yeux vers Brielle, et quelque chose dans son expression s'est durci. Papa a levé les yeux vers moi. Sa voix était plus basse maintenant. Il a demandé depuis combien de temps. Je lui ai dit que cela durait depuis des années. Je n'ai pas utilisé de chiffres. Je n'en avais pas besoin. Les pages le disaient déjà. Les yeux de papa se sont tournés vers Brielle. Il a demandé si c'était vrai. Les joues de Brielle ont rougi. Elle a levé le menton et a essayé de paraître offensée. Elle a dit que les gens s'entraidaient. Elle a dit que j'avais proposé. Elle a dit que je jouais les victimes parce que ma vie était ennuyeuse et que j'avais besoin d'attention. Maman s'est alors avancée, quittant enfin le comptoir. La voix de maman était tremblante mais tranchante. Elle a demandé à Brielle si elle avait perdu son emploi. Elle a demandé pourquoi elle ne le lui avait pas dit. Elle a demandé pourquoi elle l'avait laissé croire que tout allait bien. Brielle a levé les yeux au ciel. Elle a dit, je ne voulais pas te stresser, maman. Elle a dit, tu t'inquiètes trop. Elle a dit, tu aurais empiré les choses. Maman a tressailli comme si elle avait été frappée. C'était un petit tressaillement, mais je l'ai vu. Maman déteste qu'on lui dise quel est le problème. Elle le déteste parce qu'elle craint que ce ne soit vrai. Papa a brandi une page et a froncé les sourcils. Il a pointé une ligne et a demandé ce que c'était. Il a posé des questions sur un paiement étiqueté comme une facture de carte de crédit d'urgence. Il a dit qu'il pensait que l'emploi de Brielle couvrait cela. Il a dit qu'il pensait qu'elle avait des économies. Les yeux de Brielle ont fuyé. Elle a dit, j'avais des économies. Elle a dit qu'elle essayait juste d'être prudente. Elle a dit que les choses étaient compliquées. Papa a tourné une autre page. Sa mâchoire s'est contractée. Il m'a demandé pourquoi il n'était pas au courant. Cette question m'a transpercé, même si je m'y attendais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que Brielle m'avait supplié de garder le secret. Je lui ai dit qu'elle avait honte. Je lui ai dit qu'elle avait dit que maman paniquerait. Je lui ai dit qu'elle avait dit que papa la jugerait. Je lui ai dit qu'elle avait dit que cela gâcherait tout. Papa a regardé Brielle comme s'il la voyait pour la première fois. Brielle a tenté de sourire à nouveau, mais cela sonnait faux sur son visage. Elle a dit qu'elle avait dit ces choses parce qu'elle était stressée. Elle a dit que Ryan prenait tout de manière trop personnelle. Elle a dit qu'elle avait toujours été ainsi. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement tourné le regard vers tante Tansin et je lui ai demandé, d'une voix douce, si Brielle lui avait emprunté de l'argent. Tante Tansin n'a pas hésité. Elle a dit oui. Elle a dit que Brielle avait appelé en pleurant, disant qu'elle était embarrassée et lui demandant de n'en parler à personne. Elle a dit qu'elle pensait que c'était exceptionnel. La tête de Brielle s'est tournée brusquement vers elle. Ses yeux se sont agrandis comme si elle ne pouvait pas croire que Tansin parlerait. Elle a dit, comment as-tu pu? Elle a dit, je t'avais dit de ne pas le faire. La voix de tante Tansin est restée calme, mais son visage était fermé. Elle a dit, je n'en ai parlé à personne parce que j'essayais de te respecter. Je ne savais pas que tu faisais ça à plusieurs personnes. Je ne savais pas que tu utilisais la même excuse avec nous tous. Un murmure a parcouru la pièce, bas et troublé. L'une de mes cousines, de l'âge de Kelsey, a bougé et a demandé discrètement si c'était pour cela que Brielle lui avait envoyé un SMS l'année dernière. Elle a dit que Brielle lui avait demandé si elle pouvait lui emprunter de l'argent et avait promis de la rembourser bientôt. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait, mais qu'elle se souvenait du message car il lui avait semblé étrange. Un autre cousin s'est raclé la gorge et a admis que Brielle lui avait demandé aussi. Il a dit qu'il avait envoyé un peu d'argent parce qu'il pensait que c'était temporaire. Il a dit qu'elle lui avait dit de ne rien dire parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air d'être dans le pétrin. Les mots continuaient de sortir par morceaux, comme un puzzle s'assemblant dans l'air, chaque personne réalisant qu'elle n'était pas la seule, chaque personne réalisant que le secret n'était pas destiné à protéger la famille, mais à nous empêcher de comparer nos notes. La main de maman est allée à sa bouche. Elle regardait chaque visage comme si elle voyait le sol se dérober sous elle. Papa a de nouveau baissé les yeux vers les papiers, parcourant les lignes plus rapidement maintenant, comme si son esprit lui permettait enfin de voir ce que son cœur ne voulait pas accepter.
La voix de Brielle a monté d'un ton. Elle a dit, vous vous liguez tous contre moi. Elle a dit, vous ne comprenez pas ce que c'est que de tout perdre. Elle a dit, vous vous croyez si parfait. Personne ne lui a répondu immédiatement. Le silence l'a fait pour nous. C'était le genre de silence qui dit que vous avez épuisé la patience de l'assistance. Papa a tourné une autre page. Sa main s'est arrêtée. Il s'est figé. Je l'ai vu avant qu'il ne parle. Ses yeux se sont fixés sur une section que j'avais évitée même dans mon propre esprit, une note sur une conversation dans le garage, un retrait, un prêt de l'argent qui n'était pas censé être touché. La voix de papa était basse et étrange, comme s'il lui en coûtait de forcer les mots à sortir. Il a posé des questions sur l'argent de la retraite. La tête de maman s'est redressée brusquement. Elle a regardé papa, confuse. Elle a demandé ce qu'il voulait dire. Elle a dit, quel argent de la retraite ? Papa ne l'a pas regardé au début. Il fixait Brielle. Il a demandé à Brielle si elle avait pris de l'argent de leur retraite. Le visage de Brielle est devenu livide pendant une seconde, puis elle s'est reprise rapidement. Elle a dit que prendre était un mot fort. Elle a dit que papa avait proposé. Elle a dit que c'était juste un prêt. Elle a dit qu'elle allait le rembourser. Les yeux de maman se sont écarquillés. Maman s'est approchée de la table si vite que sa chaise a grincé. Elle a demandé à papa si c'était vrai. Elle a demandé s'il avait donné à Brielle de l'argent de la retraite. La bouche de papa s'est serrée. Il n'aimait pas admettre qu'il avait été dupé. Papa déteste paraître négligent. Mais il a hoché la tête. La main de maman a volé vers sa poitrine. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes, pas des larmes dramatiques, mais de celles qui apparaissent quand quelque chose de précieux est menacé. La retraite n'était pas qu'une question d'argent pour maman. C'était la sécurité. C'était l'avenir. C'était la promesse qu'après toutes ces années de travail, d'économie et de gestion budgétaire, il ne serait pas un fardeau. La voix de maman s'est brisée. Elle a demandé à Brielle comment elle avait pu faire ça. Elle a demandé comment elle avait pu prendre leur avenir et jouer avec. Brielle a tressailli au mot jouer. Elle a dit, je n'ai pas joué. Elle a dit qu'elle investissait. Elle a dit qu'elle essayait d'arranger les choses. Elle a dit qu'elle essayait de se remettre sur les rails. Les yeux de papa se sont plissés. Il a demandé ce qu'elle entendait par investir. Les lèvres de Brielle se sont serrées. Elle m'a regardé comme si elle voulait que je garde le silence, comme si nous étions encore dans cet ancien pacte, comme si j'étais encore son gardien. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai dit qu'elle faisait du trading, forex et crypto. J'ai dit qu'elle m'avait dit qu'elle pourrait se refaire. J'ai dit qu'elle répétait que c'était le dernier effort. La pièce est devenue si calme que je pouvais entendre le léger crépitement de la cheminée dans l'autre pièce. Le visage de maman s'est tordu de douleur et d'incrédulité. Elle a chuchoté à Brielle, s'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Les yeux de Brielle ont lancé des éclairs de colère. Elle a dit, vous me faites passer pour une sorte de drogué. Elle a dit, vous agissez tous comme si j'étais maléfique. Elle a dit qu'elle était désespérée. La voix de papa s'est durcie. Il a demandé combien elle avait perdu. Brielle n'a pas répondu. Papa a demandé à nouveau, plus fort cette fois. Il a exigé un chiffre. La bouche de Brielle s'est ouverte, puis refermée. Sa gorge a bougé alors qu'elle déglutissait. Elle n'a toujours pas répondu. Ce silence était une réponse en soi. Les jambes de maman ont semblé se dérober légèrement. Elle a attrapé le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Je me suis avancé vers elle instinctivement, mais elle a secoué la tête comme si elle avait besoin d'espace. Le visage de maman était trempé maintenant, les larmes coulant sans qu'elle s'en aperçoive. Les épaules de papa se sont affaissées, puis se sont redressées. Papa est un homme qui réagit à la douleur en essayant de résoudre les problèmes. Mais il n'y avait rien à résoudre à ce moment-là. Il n'y avait qu'une vérité qui s'était déjà produite. Il a tourné le dossier vers moi et a demandé si j'en avais plus. J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'avais des relevés bancaires et des messages. J'ai dit que j'avais une chronologie. J'ai dit que je ne partageais pas cela pour embarrasser qui que ce soit. J'ai dit que je l'avais apporté parce que je ne pouvais plus le porter seul et que je ne pouvais pas laisser Brielle réécrire l'histoire plus tard. Brielle s'est levée soudainement, sa chaise grinçant bruyamment. Elle a lancé que je faisais cela exprès. Elle a lancé que je voulais la ruiner devant tout le monde. Elle a lancé que j'étais jaloux.
Sa voix a tremblé à la fin, et c'était la première fêlure qui semblait réelle. Pas sa colère répétée. Pas son sarcasme. La peur. Tante Tansin a repris la parole, calme et ferme. Elle a dit, ce n'est pas de la jalousie. Cela a des conséquences. Brielle l'a pointée du doigt, tremblante. Elle a dit, tu n'as pas le droit de parler. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être sous pression. Mon oncle a enfin parlé, sa voix basse et déçue. Il a dit, Brielle, tu m'as demandé de l'argent à moi aussi. Tu as promis que c'était juste pour couvrir des factures. Tu as promis que tu me rembourserais. Les yeux de Brielle erraient autour de la table comme ceux d'un animal traqué. Papa a levé la main pas pour nous faire taire, mais pour empêcher Brielle de tergiverser. Il lui a dit de s'asseoir. Il lui a dit qu'il n'avait pas fini. Brielle a hésité, puis s'est assise, mais sa posture était rigide. Ses mains se crispaient et se décrispaient sur ses genoux. Papa a de nouveau regardé les papiers, puis m'a regardé. Sa voix s'est légèrement adoucie pas par approbation, mais par regret. Il m'a demandé, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Cette question a piqué d'une manière différente maintenant, parce que je voyais qu'il le pensait vraiment. Il ne m'accusait pas. Il s'accusait lui-même. Il revoyait tous les moments où il avait fait l'éloge de Brielle, toutes les fois où il avait pris son assurance pour la preuve qu'elle allait bien. J'ai répondu honnêtement. J'ai dit parce qu'elle m'avait dit de ne pas le faire. J'ai dit parce que je pensais vous protéger. J'ai dit parce que j'avais honte, moi aussi. J'ai dit que je ne voulais pas être la raison pour laquelle la famille s'effondrait. Maman a laissé échapper un petit sanglot, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Puis elle s'est redressée, et son visage a changé. Ses yeux se sont fixés sur Brielle avec une assurance que je ne lui avais pas vue depuis des années. Maman a posé une question simple à Brielle. Elle lui a demandé pourquoi elle avait traité Ryan d'inutile alors qu'elle vivait à ses crochets. La bouche de Brielle s'est serrée. Elle a dit, je ne le pensais pas comme ça. Elle a dit que c'était une blague. Maman a secoué la tête lentement. Elle a dit, ce n'est pas une blague. C'est de la cruauté. Brielle a alors regardé papa, cherchant un secours, un adoucissement, l'ancien scénario où papa essaie de calmer les choses et de passer à autre chose. Papa ne l'a pas secouru. Papa semblait épuisé, plus vieux qu'il ne paraissait au début du dîner. Papa a dit qu'il avait besoin de comprendre toute l'ampleur de la situation. Il a demandé à Brielle s'il y avait autre chose. D'autres prêts. D'autres personnes. D'autres comptes. Les yeux de Brielle sont tombés sur la table. Pour la première fois, elle n'a pas riposté. Elle n'a pas lancé d'autres insultes. Elle n'a pas joué la comédie. Elle fixait simplement le grain du bois comme s'il pouvait lui donner une réponse. C'est là que j'ai réalisé autre chose, Brielle n'avait plus le contrôle. Ni de la pièce. Ni de l'histoire. Ni de la façon dont les gens l'apercevaient. Le silence qui a suivi était pesant et définitif. Pas dramatique. Pas cinématographique. Juste réel. Le genre de silence où tout le monde partage la même pensée mais personne ne veut être celui qui la formule. Les épaules de Brielle se sont légèrement affaissées, comme si le poids du simulacre était enfin trop lourd à porter. La main de papa est restée sur le dossier. Les larmes de maman continuaient de couler, calmes et régulières. Les bras de tante Tansin étaient croisés sur sa poitrine. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Personne ne mangeait. Personne ne se servait de sauce. Tout le dîner de Noël restait intact comme une scène qui avait perdu son sens. Et dans cette immobilité, Brielle n'était plus la personne au pull parfait et au rire confiant. Elle n'était qu'une femme qui n'avait plus personne derrière qui se cachait. Tous les regards dans la pièce sont revenus vers moi, non pas parce que j'étais le méchant, mais parce que j'étais celui qui avait enfin dit la chose que personne ne voulait entendre. Je me tenais là, les mains le long du corps, ressentant le calme étrange qui survient quand la vérité est déjà sortie et qu'il ne reste plus rien à protéger. Papa a inspiré lentement, puis m'a regardé à nouveau, sa voix étant à peine un murmure. Il m'a demandé combien j'avais payé. J'ai ouvert la bouche, et la pièce a attendu. J'ai dit le total à papa. Je l'ai dit lentement, car cela méritait d'être entendu clairement. J'ai dit que cela avait augmenté avec le temps, mois après mois, jusqu'à devenir un chiffre qui ne correspondait plus à l'idée des aides. Cela correspondait à autre chose. Quelque chose de plus proche de la survie. Papa a fermé les yeux, pas fermement, pas par colère,
mais comme quelqu'un qui appuie sur pause parce que l'image devant lui est trop difficile à assimiler d'un coup. Quand il les a rouverts, ils semblaient différents, plus ternes, usés. Maman n'a pas redemandé le chiffre. Elle n'en avait pas besoin. Elle faisait déjà l'addition à sa manière. Elle voyait tous les petits sacrifices qu'elle et papa avaient faits au fil des ans. Les voyages qu'ils avaient reportés. Les extras qu'ils avaient évités. La planification minutieuse qui semblait maintenant bafouée. Brielle restait très immobile. Elle n'interrompait plus. Elle ne riait pas, ne se moquait pas et n'essayait pas de détourner l'attention. Son silence n'était pas calme, il était vide. Papa a repoussé le dossier vers moi et a dit qu'il avait besoin d'une minute. Il s'est éloigné de la table et est allé dans le salon. Maman l'a suivi sans un mot. Leurs pas résonnaient lourdement sur le plancher en bois. Personne n'a parlé pendant leur absence. Pas un murmure. Pas un soupir. C'était comme si la pièce elle-même comprenait que ce qui suivrait ne serait pas réversible. Quand papa est revenu, il ne s'est pas assis. Il s'est tenu en bout de table, une main posée sur la chaise comme s'il en avait besoin pour rester debout. Il a regardé Brielle et a dit qu'il était déçu. Pas en colère. Il ne criait pas déçu. Il l'a dit comme les parents le font quand quelque chose se brise et ne peut être réparé avec du temps ou des excuses. Il a dit qu'il ne pouvait plus l'aider. Il a dit qu'il ne lui prêterait plus d'argent, ne couvrirait plus de factures et ne la protégerait plus des conséquences. Il a dit qu'il avait besoin de distance. Il a dit qu'il ne voulait pas la voir pendant un certain temps. Maman a hoché la tête à ses côtés. La voix de maman était basse mais ferme. Elle a dit qu'elle aimait sa fille, mais qu'elle ne pouvait plus faire partie de cela. Elle a dit qu'elle en avait fini d'être l'objet de mensonges. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour traiter ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à Brielle en ce moment. Brielle a enfin réagi. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Elle a dit, « Vous ne pouvez pas simplement me couper les vivres. Vous êtes mes parents. Vous êtes censés m'aider. » Papa a secoué la tête. Il a dit que l'aide n'était pas la même chose que la complaisance. Il a dit qu'il aurait aimé apprendre cela plus tôt. Maman a essuyé son visage et a dit qu'elle espérait que Brielle obtiendrait une aide réelle. Elle a dit qu'elle espérait qu'elle parlerait à quelqu'un. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus regarder cela. Brielle a regardé autour de la table, cherchant un allié. Tante Tansin n'a pas croisé son regard. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Mon oncle a soupiré et a secoué la tête. Personne n'est intervenu. C'est à ce moment-là que Brielle a réalisé qu'il n'y aurait pas de secours. Elle a attrapé son manteau et s'est précipitée vers la porte. Elle a dit que nous le regretterions tous. Elle a dit que nous verrions à quel point nous étions cruels quand elle disparaîtrait. Elle a claqué la porte assez fort pour faire vibrer les fenêtres. Les lumières du sapin clignotaient doucement dans le coin. La musique de Noël continuait de jouer dans l'autre pièce, joyeuse et absurde. Personne ne l'a poursuivie. Cette nuit-là s'est terminée sans dessert. Sans cadeau. Sans conclusion. Les gens se sont embrassés maladroitement et sont partis tôt. La maison semblait vide quand il n'est finalement resté que maman, papa et moi. Papa est resté assis à la table longtemps après le départ de tout le monde, fixant le grain du bois comme s'il essayait de le mémoriser. Maman a nettoyé des plats qui avaient à peine servi, ses mouvements étaient lents et méthodiques. Je suis resté jusqu'à ce que tout soit fini. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les jours qui ont suivi ont été calmes d'une manière qui semblait inhabituelle. Brielle n'a pas appelé ni moi, ni maman, ni papa. La discussion de groupe familial est devenue silencieuse. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé. Elle avait contacté un cousin d'abord, puis un oncle. Les réponses ont été polies mais fermes. Personne n'a envoyé d'argent. Personne n'a proposé d'arranger les choses. Sans notre aide, la réalité qu'elle avait fui l'a rattrapée rapidement. Elle a perdu son appartement en quelques semaines, pas de manière dramatique, pas avec un avis d'expulsion scotché sur la porte, mais par une décision tranquille qu'elle ne pouvait plus repousser. Elle a emménagé dans une petite chambre dans une colocation à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit que l'on loue quand les options sont limitées et que l'intimité est un luxe. Elle n'a toujours pas arrêté le trading. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé un SMS une fois, tard dans la nuit, quelques semaines après Noël. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle a envoyé un message disant à quel point elle était proche de redresser la barre. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un bon coup. Elle a dit que le marché était sur le point de basculer.
Je n'ai pas répondu. Sans notre argent pour amortir le choc, les pertes ont frappé plus fort. Elle a dilapidé le peu qu'il lui restait. Elle a pris un emploi de serveuse dans un restaurant près de l'autoroute. De longues heures. Des pourboires imprévisibles. Pas d'avantages sociaux. Le genre d'emploi dont elle se serait moquée autrefois, le genre d'emploi pour lequel elle riait des gens qui s'y résignaient. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant cela. J'ai ressenti de la tristesse, pas la tristesse douce, mais la tristesse lourde qui pèse sur la poitrine et ne s'en va pas. Maman et papa ne sont pas allés la chercher. Ils n'ont pas appelé pour prendre des nouvelles. Ils n'ont pas envoyé d'argent discrètement en coulisses. Papa a dit qu'il avait besoin de protéger ce qui restait de sa paix. Maman a dit qu'elle avait besoin de faire le deuil de la fille qu'elle pensait avoir. Cette distance était la conséquence la plus dure de toutes. Je n'ai pas demandé à Brielle de me rembourser. Non pas parce que je ne le méritais pas, mais parce que je ne voulais plus que ma vie soit liée à la sienne. Je ne voulais plus que mon avenir soit ancré à son rétablissement ou à son échec. Je lui ai envoyé un seul message. Un seul. Je lui ai dit que je n'enverrais plus d'argent. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle obtiendrait de l'aide. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'en avais fini de la secourir. Elle a d'abord répondu par la colère, puis par le silence. Ce silence s'est étendu sur des semaines, puis des mois. Au début, c'était étrange de ne plus être sollicité. Mon téléphone semblait plus léger dans ma main. Mes journées semblaient plus longues. J'ai remarqué combien d'espace avait été occupé par l'attente du prochain appel, de la prochaine crise, de la prochaine culpabilisation. Sans ce bruit, je pouvais à nouveau entendre mes propres pensées. Je me suis concentré sur le travail. J'ai dormi. J'ai recommencé à épargner, lentement, prudemment. J'ai dit non à des heures supplémentaires dont je n'avais pas besoin. J'ai dit oui au repos. Maman et papa ont commencé à se reconstruire, eux aussi pas financièrement, mais émotionnellement. Papa faisait des promenades le soir. Maman s'est inscrite à un cours communautaire. Il ne parlait pas beaucoup de Brielle. Quand il le faisait, c'était bref et prudent. L'absence persistait, mais elle ne régnait plus sur la maison. La vie de Brielle s'est rétrécie pour correspondre à la réalité qu'elle avait évitée. Moins d'options. Moins de gens prêts à écouter. Moins d'endroits où se cacher. Elle essayait toujours d'afficher une force apparente en ligne, une photo souriante par-ci, un message vague sur la résilience par-là. Mais les commentaires se sont faits plus rares. L'attention s'est estompée. Il n'y a pas eu de chute dramatique. Pas d'excuses publiques. Pas de grandes leçons administrées. Juste des conséquences. Le genre qui ne crie pas. Le genre qui s'installe et reste. J'ai appris quelque chose pendant cette période qu'aucune dispute n'aurait pu m'enseigner, le karma n'a pas besoin de vengeance. Il n'a pas besoin de spectacle. Parfois, il a juste besoin que les gens cessent d'interférer. En prenant du recul, j'ai laissé Brielle se confronter à elle-même sans tampon, sans mon argent pour adoucir l'impact, sans mon silence pour protéger son image. Le silence qui a suivi est devenu la réponse la plus forte de toutes. Et dans ce silence, j'ai enfin eu de la place pour respirer. Je n'ai pas réparé ma sœur. Je ne l'ai pas sauvée. Mais je me suis sauvé moi-même. Et pour la première fois depuis des années, cela suffisait. Le mot inutile est resté en moi longtemps après que la maison soit redevenue calme. Il résonnait dans les petits moments de solitude, quand je pliais le linge ou rentrais du travail en voiture, quand il n'y avait personne devant qui afficher ma force. Je ne cessais de le retourner dans mon esprit, non pas avec colère, mais avec curiosité. Que avait-elle réellement voulu dire? J'ai réalisé quelque chose lentement, comme la vérité arrive habituellement. Inutile n'a jamais concerné ce que j'apportais ou non. C'était une étiquette. Un outil. Un moyen de me garder assez petit pour rester, assez serviable pour continuer à donner, assez silencieux pour ne jamais remettre en question le rôle qui m'avait été assigné. Tant que je me croyais inutile, je continuerais à essayer de prouver le contraire avec de l'argent, avec du silence, avec une loyauté qui m'a coûté plus qu'elle ne l'aurait dû. Une fois que j'ai cessé d'y croire, toute la structure s'est effondrée. La vie après ce Noël n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue plus simple. Et la simplicité s'est avérée être un cadeau. Mes finances se sont stabilisées d'une manière que j'avais presque oubliée. Sans cette sortie constante d'argent, mon compte courant a cessé de ressembler à une crise imminente. J'ai remboursé ce que je devais.
j'ai reconstitué mes économies lentement, sans drame. Voir ce solde augmenter à nouveau me donnait un sentiment de stabilité, comme si je récupérais une partie de moi-même qui avait été prêtée trop longtemps. Au travail, ma concentration est revenue pleinement. J'ai cessé de douter de chaque pause dans ma concentration. J'ai mieux dormi. J'ai ri plus facilement. Mon responsable a remarqué la différence et m'a dit que je semblais plus léger. Je n'ai pas expliqué pourquoi. J'ai juste souri. Maman et papa ont changé, eux aussi. Ils ne sont pas devenus des gens froids, ils sont devenus des gens plus lucides. Ils ont cessé de chercher des excuses pour les comportements qui les blessaient. Ils ont cessé de lisser les problèmes juste pour maintenir la paix. Ce n'était pas facile pour eux, surtout pour maman, qui avait passé la plus grande partie de sa vie à croire que l'amour signifiait le sacrifice, quel qu'en soit le coût. Un soir, des mois plus tard, maman m'a dit quelque chose discrètement pendant que nous faisions la vaisselle ensemble. Elle a dit qu'elle aurait aimé apprendre plutôt que protéger son enfant ne signifie pas protéger ses mensonges. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Je lui ai dit qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait. C'était vrai. Papa n'a pas dit grand-chose à ce sujet. Il le fait rarement. Mais un après-midi, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le soleil descendre derrière les arbres, il m'a dit qu'il était fier de moi. Pas pour ce que j'avais fait pour Brielle, mais pour avoir su quand m'arrêter. Cela a compté plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à Brielle, je n'ai pas pris de ses nouvelles pas par cruauté, mais par respect pour la limite que j'avais tracée. Chaque fois que je ressentais l'envie d'intervenir, de réparer quelque chose, d'adoucir une conséquence, je me rappelais que prendre du recul était la chose la plus aimable que je pouvais faire pour nous deux. Elle devait se confronter à elle-même sans tampon, sans que quelqu'un n'absorbe l'impact pour elle. D'après ce que j'ai entendu par des canaux détournés, elle a lutté. Elle a fait de longues journées de travail. Elle a déménagé à nouveau, dans un endroit encore plus petit. Elle parlait encore de redresser la situation, d'opportunités juste au coin de la rue. J'espérais, sincèrement, qu'un jour elle ferait face à ce qu'elle fuyait. Mais ce jour-là ne m'appartenait pas. Je ne la détestais pas. La haine m'aurait lié à son histoire plus longtemps que nécessaire. J'ai lâché prise à la place. Lâcher prise n'a pas semblé dramatique. C'était calme. C'était comme me choisir moi-même, encore et encore, par de petits moyens, dire non sans expliquer, décliner des appels qui semblaient dangereux, avoir la certitude que je n'avais pas besoin de justifier mes limites à quiconque tirait profit de leur transgression. J'ai appris que la famille ne dispose pas d'un laissez-passer à vie pour vous nuire. L'amour ne se mesure pas à la quantité de douleur que vous êtes prêt à endurer. Le silence peut être protecteur lorsqu'il est choisi, et non imposé. Et la vérité, une fois prononcée, n'a pas besoin de crier pour être puissante. Si l'on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, rappelez-vous ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus éclatante des vengeances. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous écoutez et ce que l'intégrité signifie pour vous, alors n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, je vous serai reconnaissant de l'aimer et de vous abonner, afin que d'autres récits comme celui-ci puissent trouver les personnes qui en ont besoin. Et où que vous soyez ce soir, j'espère que vous vous choisirez, avec douceur et sans excuse.